Bonjour Corentin. Bonjour Hélène. Alors je suis très heureuse que tu aies pu un peu te libérer pour cet enregistrement. Tu es pour quelques temps en France avant de repartir sur ton bateau en exploration. Aujourd'hui on est en Bretagne, d'où tu es originaire et où tout a commencé, je crois. Tu nous expliqueras. Tu es ingénieur, navigateur, tu as créé l'association Low-Tech Lab et toi tu es nomade depuis à peu près 10 ans. Depuis 2016, tu fais le tour du monde sur un bateau qui s'appelle Nomade des mers, à la recherche des meilleures innovations low-tech. Tout ça, donc, c'est des solutions qui finalement sont hyper soutenables et on l'espère qu'elles vont devenir un peu les nouvelles rockstars désormais. Aujourd'hui, on a compris qu'il allait y avoir de nouvelles règles du jeu et qu'on allait devoir s'adapter, faire autrement, adapter aussi nos modes de vie. Peut-être pour qu'on arrive à consommer en tout cas pas plus de ressources que ce que la Terre peut nous donner. Et toi finalement avec ton équipe, c'est ce que tu sais de faire en fait, tester des modes de vie différents pour répondre à ce challenge. Et alors tu sais, dans ce podcast on n'est pas des spécialistes. En revanche on est et on reste des esthètes parce que malgré nos prises de conscience sur la transition, les challenges qui sont les nôtres, on pense que plus que jamais en fait le beau est fondamental et que il doit pas être mis en fait de côté dans cette quête à de nouvelles solutions, à un nouvel art de vivre, et que finalement l'objet peut être un élément un peu sensibilisateur, tu vois, pour changer notre regard sur les choses. Et toi, ton sujet, beaucoup de personnes aujourd'hui ont quand même des a priori sur les low-tech. Et c'est justement pour ça que je suis très contente qu'on se retrouve et qu'on puisse discuter, pour qu'on puisse avoir ton avis en fait là-dessus. Il reste du chemin à faire dans tout ça, la désirabilité des low-tech. Peut-être qu'il y a des maillons à rajouter. On va en reparler. Mais avant qu'on rentre dans le détail, parce que toi finalement ça fait plus de 10 ans que tu incarnes et que tu vis ce mode de vie plus frugal, plus prometteur quelque part, je sais pas comment on peut dire. Est-ce que tu peux nous raconter justement comment tout ça ce que ça t'apporte toi aussi en tant que humain? Alors en fait, je suis tombé dans la frugalité un peu par hasard parce que j'ai vécu pas mal de temps au Bangladesh et dans des conditions hyper simples. Et même, je pense que avant ça, j'adorais par exemple faire de la randonnée, et ce qui est un des trucs les plus frugaux que tu puisses faire. C'est-à-dire que tu dois tout embarquer dans un sac à dos que tu vas ensuite porter. Et donc, ça t'oblige à sélectionner le minimum. Et en fait, au fur et à mesure de ces expériences-là, que ce soit la randonnée ou ma vie au Bangladesh, je me suis rendu compte que j'adorais ça. Sélectionner le best-of de la civilisation et vivre avec. Et ça m'a amené à l'idée que j'aimais bien me mettre sous contrainte à partir du moment où c'est moi qui me choisissais mes contraintes. Et donc, j'ai été contraint de penser ça au début, mais maintenant, je suis convaincu. Et du coup, tu peux témoigner de quoi, en fait? Est-ce que ce mode de vie, il est sympa? Ou est-ce que, finalement, cette contrainte, quand même, elle pèse? Alors, en fait, j'ai trouvé que c'était une contrainte positive parce que ça t'apporte la liberté, je trouve, d'avoir moins de choses. C'est exactement l'image de la randonnée et de faire son sac de rando. Pour moi, elle est bonne parce que la randonnée, ça fait rêver beaucoup de gens, alors que en fait, tu dors sur un matelas pourri, une nuit sur deux, tu te l'écailles ou t'es mouillé. Sur le papier, c'est un truc nul, la randonnée. Ouais. Enfin, tu vois, sur les données classiques rationnelles, ça a pas d'avantage. Et pourtant, il y a plein de gens qui adorent ça. Il y a plein de gens qui adorent se mettre sous cette contrainte-là parce que en fait, il y a l'idée de liberté, d'émerveillement. Tu traverses des beaux paysages, t'es autonome, t'apprends des trucs, tu te débrouilles par toi-même. Il y a plein d'autres trucs qui sont pas rationnels, qui sont plutôt, je sais pas comment on appelle ça, mais sensoriels aussi. Ouais, sensoriels. Et en fait, un mode de vie un peu sur ce principe-là, moi, ça me plaît énormément. Un peu un mode de vie randonnée, en fait. Et c'est ce que je fais du coup depuis des années, parce qu'après, j'ai embarqué sur un bateau. Enfin, j'ai été sur plusieurs bateaux là depuis 10 ans. Et un bateau, c'est un peu comme la randonnée. Tu fous dans ton bateau ce dont vraiment t'as besoin. Et voilà, moi, ça m'a apporté énormément de liberté, de satisfaction. Et je pense que toute ma vie, je vivrai un peu comme ça. Alors, comment elle commence, en fait, cette vie d'explorateur des low-tech ? Alors pour moi, elle a commencé en partant au Bangladesh. Moi, je suis ingénieur à la base. J'ai fait mes études à Nantes, à l'ICAM. C'est des études d'ingénieur généraliste. J'ai voulu monter une boîte qui a jamais vu le jour après dans l'écotourisme. Et après, je suis parti au Bangladesh pour aider un ami d'amis à monter un chantier naval là-bas, un chantier naval qui fabriquait des bateaux de pêche. D'accord.
En fait, là, je m'embarque dans une histoire longue. Je vais essayer de le faire courte parce que ça a duré 10 ans. Mais en gros, j'ai commencé à faire des recherches pour voir s'ils pouvaient utiliser de la fibre de jute comme matériau de base pour la construction de leur bateau. J'ai construit un bateau parce que je suis du genre à faire les trucs avant de réfléchir trop longtemps. Du coup, j'ai fabriqué un bateau à moitié avec ce matériau en fibre de jute. Je suis rentré à la voile en France avec. Parce que pour la petite, enfin pour raconter un peu aux auditeurs, c'est que là-bas au Bangladesh, c'était le pays où la fibre de jute, c'est un matériau hyper abondant, oui. Voilà, qui a été un petit peu mis de côté parce que la pétrochimie est arrivée. Et toi, tu te dis, mais attends, c'est trop bête. C'est sous notre nez, c'est là, faut qu'on essaie de refaire un truc. Ouais, exactement. Au Bangladesh, ils avaient même un ministre du jute à l'époque. Tu vois, c'était une grosse industrie, c'était vraiment un truc qui faisait vivre des millions de personnes et tout ça. Et pour fabriquer leur bateau, ils commençaient à importer de la fibre de verre, donc qui est hyper énergivore. En fin de vie, tu sais pas quoi en faire. Et en France, en parallèle, on faisait des recherches sur les composites à base de fibre de lin. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas voir si on peut faire la même chose au Bangladesh avec leur fibre de jute. Bref, je fais ce bateau, je rentre en France avec. Alors que t'es pas navigateur à la fin. Non, voilà, tu te lances dans ce truc. Je savais pas naviguer. Bref, ça marche. Ça m'a pris 6 mois quand même. Et quand je suis arrivé en France, j'ai pu trouver des partenaires, des gens qui ont vu que j'étais convaincu, au moins moi, et motivé. Je suis reparti au Bangladesh et j'ai monté un petit centre de recherche sur ce matériau. Ouais. Et en fait, ces années de vie au Bangladesh, elles m'ont appris énormément. Alors déjà, elles m'ont appris un peu qui se passait derrière les rideaux dans les coulisses un peu de notre société, parce que c'est là-bas qu'on fabrique beaucoup de nos fringues. Et je me suis rendu compte de l'envers un peu de notre décor et de comment marchait l'économie mondiale aussi un peu par ça, parce que quand tu vois une usine de fabrication de pulls au Bangladesh, déjà tu te dis pourquoi des pulls au Bangladesh, il fait hyper chaud. En fait, c'est qu'ils fabriquent pour le monde entier et dans des conditions qui sont vraiment pas cool pour les gens, qui polluent énormément les rivières. Enfin, t'avais une rivière près de là où j'habitais qui changeait de couleur en fonction de la teinture qu'ils utilisaient, tu vois, et puis ils faisaient pousser du riz dans ces rivières-là. Tu te dis, merde, en fait, la raison pour laquelle on a nos fringues si peu chères, c'est parce qu'en fait, on les fait fabriquer dans d'autres pays et tu te rends compte que on a une idée que les pays sont en voie de développement et t'as les pays développés et les pays en voie de développement et que tout le monde est comme un peu sur une route et puis il y en a des plus ou moins à la bourre sur la route. Et tu te rends compte que non, si nous on est aussi avancés, c'est parce qu'il y en a qui sont au circulé et que tout est interdépendant. Et bref, ces années-là au Bangladesh, elles m'ont fait découvrir un peu ça, et elles m'ont fait aussi découvrir toute l'ingéniosité qui se déployait sous la contrainte. Et le Bangladesh, c'est un pays hyper sous contrainte puisque c'est un des pays les plus pauvres du monde, et puis ils sont une des plus fortes densités de population au monde. Donc, mais pourtant, ils inventent des trucs géniaux. T'as plein d'ingéniosité, et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux innovations low-tech, dont le principe c'est de faire avec au maximum les moyens du bord, tu vois, de répondre à un besoin de base. Donc il y a la notion d'utilité dans les low-tech, mais de manière la plus durable et la plus accessible possible. Donc dans durable, tu utilises des matériaux locaux, renouvelables, des énergies renouvelables, etc. Et dans accessible, ça veut dire que tu fais des trucs qui sont réparables, des trucs qui demandent pas du high-tech, donc pas des compétences hyper pointues ou des outils hyper spécifiques. Et bref, au Bangladesh, ça m'a beaucoup inspiré là-dessus, et c'est ça qui m'a plongé dans le monde des low-tech. Ouais, et puis non, mais du coup, en fait, là, tu découvres aussi que c'est un peu infini, toutes ces idées qui peuvent jaillir d'une contrainte, et qu'en plus, c'est duplicable, c'est-à-dire que c'est pas des inventions qui sont fermées, qui peuvent être ensuite, c'est ça aussi. Carrément, c'est en fait tout un monde, le monde des low-tech, qui est basé sur l'ingéniosité et le partage. Ouais. Parce que quelqu'un qui invente une low-tech va pas déposer un brevet et puis non, au contraire, il a envie que les autres en entendent parler, puissent le faire, que ça fasse boule de neige, et puis de se sourcer, s'inspirer des idées des autres. C'était en 2013 que j'ai l'idée de bosser vraiment là-dessus. C'est les années où Internet commençait vraiment à se répandre partout dans le monde, même au Bangladesh, tu vois. Et du coup, je me suis dit, ça y est, c'est le bon moment. L'information va circuler. Exactement, on a enfin un moyen, un vecteur de diffusion, de communication sur toutes ces trucs super ingénieux qui peuvent aider quelquefois des millions de personnes. Donc, je me suis dit, mais en fait, ça veut dire que quand demain un Bangladais, un Français, n'importe, invente un truc
qui est low-tech, il peut le partager maintenant à des millions de personnes qui pourraient s'en servir, le répliquer, l'implémenter localement, etc. Et c'est comme ça qu'est partie l'idée du Low-Tech Lab. Alors raconte-nous, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous faites, parce que vous faites beaucoup de choses, il y a beaucoup de projets, mais donc tu es le fondateur de. Au début, c'était une association qui portait pas ce nom-là, mais voilà, qui aujourd'hui. Et c'est une plateforme aussi. Bah ouais, l'idée de base, c'était de se dire, ok, on va sur ce principe-là, on va scanner la planète, voir toutes les bonnes inventions low-tech, donc qui répondent à 3 critères: utile, accessible, durable. On va les référencer, faire un espèce de Wikipédia pour les low-tech, un truc collaboratif où toi, si tu as une idée, tu peux l'ajouter au truc, tu peux t'inspirer des idées, etc. Donc on a fait beaucoup de recherches sur Internet, on s'est rendu compte qu'on pouvait pas tout trouver à distance et qu'il fallait aussi aller voir les gens qui les développaient localement, parce que quelquefois tu as des idées qui marchent pas. Oui, il y a des idées qui marchent pas, et puis des idées peut-être de personnes qui n'ont pas pris le temps de le référencer sur Internet et qui est introuvable parce que personne n'a communiqué dessus, quoi. Ouais, exactement. Le travail de documentation, c'est vraiment un travail important de transmettre un truc. Et donc c'est vrai que la plupart ne le font pas parce qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les moyens. Et puis ça permettait de voir ce qui marchait vraiment, des trucs qui marchent en théorie. Et en fait, t'as plein de trucs fake sur Internet aussi. Donc, bref, on s'est dit, ok, c'est bien beau de faire une plateforme. Il faut, pour bien documenter, il faut qu'on aille voir sur place. Pour pas partager n'importe quoi et que ça perde de crédibilité aussi. Voilà. Ouais. C'est-à-dire, on va aller voir. Donc, c'est à la fois un travail de fourmi, mais en amont, en fait, aussi, de votre voyage, parce que on n'a pas fait le lien entre. Donc, tu rentres du Bangladesh. Et là, en fait, il y a eu un truc entre les deux. Ah oui, bah, dis-nous. Désolé, j'explique dans le mauvais ordre. Mais l'idée vraiment de faire ça et de me mettre à temps plein, c'est arrivé quand on a mis à l'eau le 2e bateau. Donc le premier bateau avec lequel j'étais rentré en France. Le 2e, j'ai fait un tour dans le golfe du Bengale en m'arrêtant que sur des îles désertes pour tester les low-tech sur moi-même. Comme je te disais, je teste tout sur moi-même avant d'en parler pour être sûr. Et bref, ça a pas du tout marché. J'ai voulu être autonome pendant 6 mois. Bref, ça a complètement foiré parce que j'y connaissais rien en rien. En fait, je tentais le truc. Mais ça m'a beaucoup appris. Justement, c'est là que j'ai eu l'idée de me dire, en fait, tu peux pas attendre que même des gens ingénieux personne va y aller, quoi. Trucs, que les gens inventent des trucs tout seuls. Faut des connaissances, des machins. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de monter une communauté, de partager entre plein de gens un réseau de gens qui inventent des low-tech, etc. Bref, je suis revenu de ce voyage de 6 mois. J'ai mangé d'abord. Et ensuite, j'ai monté l'association basée à Concarneau. Et assez vite, on a commencé avec des amis du coup à monter cette plateforme qui s'appelle lowtechlab.org. Pour ceux qui veulent voir, maintenant il y a 150 ou 160 tutos en ligne. C'est énorme. Je mettrai les liens dans les notes d'épisode. Et j'espère que ça inspirera des designers. Mais c'est clair. Il faut qu'on fasse des liens. Et donc on s'est dit il faut aller voir les gens vraiment sur place pour bien documenter. On a racheté un vieux bateau de plaisance qui est un grand catamaran qu'on a appelé Nomade des mers, et on l'a réaménagé en laboratoire flottant pour partir autour du monde. Sur un tour du monde, je pensais que ça allait durer 3 ans et en fait ça fait 6 ans bientôt, pour aller voir sur tous les continents les gens qui avaient des bonnes idées low-tech. Donc c'est à la fois un bateau qui fonctionne, low-tech, déjà qui vous avez peut-être remplacé des choses, substituées, voilà. Ouais. Donc déjà ça vous permet en tant que tel, déjà, c'est un projet de naviguer comme ça. Et en plus, vous vous arrêtez, vous faites des escales parce que vous avez scanné un petit peu, passé à la moulinette plein de projets. Parce que d'ailleurs, c'est comme vous les trouvez, ou alors c'est des personnes qui vous contactent en vous disant, nous on fait ça et tout ça. Non, on les trouve. Il y a une personne, il y a Guéno qui est spécialisé là-dedans dans l'assaut, et puis il y en a d'autres qui il y a quand même des gens qui nous disent, vous devriez aller voir ça, etc. Mais en amont, on prépare les escales en se disant, on va aller voir tel projet, et après, quand on arrive sur place, les projets nous parlent souvent des projets locaux aussi, et donc on rencontre toujours plus de gens que prévu. Et donc c'est toujours frustrant parce qu'après il faut partir et on reste en général quelques semaines à chaque escale, mais il faut quand même qu'on bouge. Donc on arrive et à chaque fois on repart un peu frustré, mais content parce que le pays d'après il va y avoir encore des super trucs à découvrir. Et alors vous êtes combien à partir sur ce bateau chaque fois ? En général on est 4 à bord. D'accord. Moi je suis le capitaine, et puis il y a, en fonction des escales, il y a Caroline par exemple qui elle est spécialisée dans les biomatériaux. Elle est arrivée pendant notre escale à San Francisco. Il y a Guéno, je te disais, il repère les gens, il contacte les gens qu'on va rencontrer à l'avance. Et régulièrement, il y a Sidonie aussi qui est caméraman et qui filme parce qu'on fait des tutos vidéo en plus des tutos écrits.
D'accord. Et je crois aussi que vous avez un partenariat avec Arte. Ouais, on a fait beaucoup de documentaires pour Arte. On en a fait 25 d'une demi-heure. Il y a de quoi passer des nuits blanches si t'as des insomnies. Un peu de temps. Mais c'est passionnant. Et à chaque fois, c'est sur une low-tech qu'on découvre dans un pays. Et aujourd'hui, c'est 2 saisons, c'est ça, qui sont disponibles. Et alors, est-ce que tu peux nous dire, nous donner quelques exemples de low-tech, tu vois, qui, toi, t'ont particulièrement marqué pour, je sais pas quelle raison, mais, parce qu'il y en a plein, mais. Ouais, du coup, on en a étudié une cinquantaine dans sur différents domaines. Il y a l'accès à l'eau, l'énergie, la nourriture, les matériaux, l'hygiène, la santé. Enfin, vraiment, il y a plein de domaines. Il y en a un qui est assez emblématique pour moi, c'est l'élevage de mouches soldats noirs. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. On a vu ça en Malaisie. D'accord. En fait, c'est des mouches que tu peux voir quelquefois en été en France. Elles pondent des œufs et les œufs donnent des larves qui transforment hyper rapidement les déchets organiques en compost. D'accord, et ensuite, on peut récolter ces larves-là pour les donner à manger à des poulets, à des poissons, etc. Et en Malaisie, ils utilisent ça parce que d'habitude, les déchets organiques, ils étaient soit enfouis avec des plastiques, enfin avec d'autres déchets, donc ça polluait, soit incinérés, mais du coup brûler des déchets organiques, c'est un peu con parce que c'est beaucoup d'eau à l'intérieur. Et bref, du coup, ils mettent ces larves-là dans les déchets organiques. Ça fait du compost qui donne à des maraîchers, et donc ces maraîchers-là n'ont pas à acheter des engrais chimiques, etc., à les importer. Et les larves, ils les donnent à manger à des poissons, sachant qu'il y a beaucoup de surpêche dans le golfe du Bengale, parce que pour faire 1 kilo de poisson d'élevage, il faut 2-3 kilos pêchés dans le golfe du Bengale là-bas. Et donc c'est un peu con parce que tu vois là, ça utilise des larves qui mangent des déchets organiques pour nourrir les poissons, donc c'est vachement plus vertueux. Et donc sur un truc qui est économiquement viable, ça a plein d'effets positifs. C'est pour ça aussi que j'aime bien mais bon, il y en a plein d'autres. On a vu une éolienne qui fait de l'électricité au Sénégal avec des moteurs d'imprimantes recyclées. Donc c'est par exemple dans des décharges aujourd'hui, il y a plein d'endroits en fait, et on sait pas quoi faire de nos anciens, enfin des choses qui sont devenues obsolètes alors qu'en fait ça fonctionne toujours. Et le nombre de trucs qu'on peut récupérer, c'est énorme. Dans les décharges, en fait, c'est des vraies ressourceries en fait. On a vu comment réutiliser les batteries d'ordinateur, comment réutiliser... Et alors ça, très concrètement, c'est quoi? C'est on recharge notre téléphone, un ordinateur avec ça pour les batteries de... Ah, les éoliennes. Ouais, en fait, donc quand une imprimante elle est jetée, tu sais, t'as des petits moteurs qui font avancer les feuilles, qui sont hyper robustes, donc en général, ils marchent encore. Okay. Tu fixes des pales à ça, et quand ça tourne, ça te produit de l'électricité. Et tu peux recharger, c'est pas énorme, hein, tu peux pas faire tourner un gros truc avec, mais tu peux recharger un téléphone portable, tu peux recharger une lampe, par exemple, ou des trucs comme ça. Okay. Et ça coûte rien à fabriquer, donc... Il faut du coup aller voir le tuto, mais c'est ça en fait aussi, rendre plus accessible les low-tech. Enfin, tout le monde n'est pas bricoleur, tout le monde n'a pas forcément, tu vois, beaucoup de temps, et pourtant il faudrait qu'on s'y mette tous. Comment est-ce qu'aussi aujourd'hui, dans ce que toi tu vois, qu'est-ce qui manque parmi la filière ou les acteurs ou je sais pas qui sont, parce que je pense qu'il y a plein de nouveaux jobs en fait à créer peut-être aussi là-dedans. Bah ouais, c'est tout un univers à développer. Il manque énormément de choses. Nous, on a pris le parti de s'adresser à des particuliers, à des entrepreneurs, à des petites organisations, en se disant, on n'a pas envie qu'il y ait un fabricant de low-tech mondial qui envoie ensuite tout ça, parce que c'est un peu contre notre idée de se dire c'est plus local, tu vois. Et donc, on a envie de s'adresser plutôt à des petites structures, voire même à des particuliers, pour qu'ils puissent le faire avec leurs ressources locales et en fonction de leur culture locale, de leur économie locale, etc. Ce qui est pas évident, parce que ça veut dire qu'il faut toucher des millions de personnes en fait, et partout dans le monde. Ouais. Mais ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire par exemple quelqu'un qui vend un plan de quelque chose, d'un éolienne, et puis après nous on voit localement qui sont les gens qui pourraient soit les ressourceries pas loin de chez nous pour prendre les matériaux dont on a besoin, puis après un atelier de réparation, enfin tu vois, c'est un peu ça. Ouais, ça dépend en fait de chaque techno, mais en général nous ce qu'on essaye de faire c'est de transmettre de manière gratuite le savoir-faire.
D'accord. Donc si on prend l'exemple de l'éolienne, toi tu peux te dire en regardant le tuto, ah ouais, moi ça me dirait bien. Donc tu vas devoir, je sais pas, monter ta structure, trouver les différentes ressources, donc les tuyaux qui vont se transformer en pales, les moteurs d'imprimante qui vont du coup faire la génératrice. Enfin, tu designes tout en fonction de ce qui t'entoure, et puis après, faut trouver comment les vendre, etc. Donc il y a un peu tout à faire. Nous, on véhicule que l'idée, en fait, que le savoir-faire, et après il y a tous les autres maillons à faire. Donc ça va prendre du temps sur chacune des low-tech, surtout que il y a des low-tech qui sont à des stades de maturité différentes, et t'en as qui sont un peu à l'échelle de prototypage. Oui. T'en as au contraire qui ont fait leurs preuves et qui sont prêtes à... Ouais. Tu vois, on a été voir au Guatemala une boîte qui fait des éco-filtros. Je sais pas si t'en as entendu parler de ça. Non. C'est des filtres en céramique. Ah oui, pour l'eau. Pour l'eau, pour filtrer l'eau. Ils mélangent de l'argile avec de la sciure de bois. Ils font un pot, cuisent ça dans un four de potier, et en fait la sciure se transforme en charbon et ça fait une micro-porosité dans le pot. Donc tu mets de l'eau à l'intérieur et puis ça goûte. Et ça fait de l'eau potable. Et eux, le truc est hyper bien rodé. Ouais. Et ils font tout en open source, en accès libre, et ils forment même des gens pour qu'ils montent des boîtes dans d'autres pays. Il y a 36 pays, je crois. Donc tu vois, c'est un truc hyper en fait, c'est un mature. vivier à projets entrepreneuriaux finalement. Enfin, votre plateforme, c'est un peu un truc dans lequel plein de gens qui cherchent à monter des projets autonomes, enfin tout seul ou avec des gens, mais peuvent venir piocher des idées en se disant, finalement, ça peut être un vrai business entre guillemets, parce que y a un besoin en fait, parce qu'aujourd'hui personne ne le fait. Carrément. Ouais. Nous, on essaie d'identifier les bonnes idées, mais après, il faut qu'il y ait plein de gens qui les saisissent et qui les implémentent localement. Vous dénichez et vous êtes comme un passeur en fait. Ouais, on est un maillon de la chaîne, mais souvent il manque tout le bout de la chaîne. Et là, toi, ce que tu vois, t'es optimiste par rapport à tout ça. Est-ce que toi tu dis que c'est infini finalement et qu'il y a encore plein de trucs incroyables? Et aussi parce que c'est parfois on se dit est-ce que c'est des choses qui sont inventées aussi tu vois récemment, ou est-ce que c'est que des choses qu'on est allé chercher et remettre au goût du jour, un truc qu'on avait oublié mais qui date de 1000 ans, comme le frigo du désert, enfin tu vois, c'est un mix de plusieurs choses. Tu vois, le frigo du désert, c'est un bon exemple parce que c'est un savoir-faire ancien, en fait, de refroidir avec l'évaporation de l'eau. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu quand de l'eau s'évapore, ça crée du froid. C'est pour ça que quand on a un t-shirt qui est mouillé et qu'il y a du vent, ça fait du froid. Et bref, ça, c'est un truc qui est pas nouveau, qui a été utilisé dans pas mal de cultures différentes dans le monde, mais on le revoit avec soit des nouveaux matériaux, soit des nouveaux usages en fait qui influencent le design du truc. Et bref, il y a beaucoup de low-tech qui sont des mix entre des savoir-faire anciens combinés avec des nouveaux matériaux ou des nouveaux usages. Et après, t'as quand même aussi des trucs qui sont complètement nouveaux. Et est-ce que c'est infini? Ouais, c'est un peu infini parce qu'il y aura toujours des nouvelles idées et c'est ça qui est cool, c'est de voir que c'est pas du tout revenir en arrière en fait. C'est ça le message qu'on essaye de faire passer, c'est que les low-tech c'est juste un autre progrès, une autre croissance, un autre développement. C'est pas du tout revenir en arrière. Ouais, c'est aussi des nouvelles technologies en fait. Ouais. Et même tout ce qu'on voit nous, c'est que des nouveaux. Tu vois les mouches soldats noirs dont je te parlais. C'est un truc qui, il y a 10 ans, personne n'en entendait parler. Et aujourd'hui, tu as des énormes boîtes qui investissent à fond pour transformer des centaines de tonnes de déchets organiques à l'échelle de villes entières, etc. Donc non, on est sur vraiment des vraies innovations, mais qui sont écologiques, qui sont beaucoup plus accessibles, réparables, faisables localement, et qui sont utiles. Nécessaire. C'est trop bien. Et est-ce que si dans ce qui peut être mis sur votre plateforme, ça peut, tu vois, être l'occasion pour des personnes de faire presque de la R&D un peu collaborative, en se disant quelqu'un qui pose quelque chose à une étape, je sais pas moi, 4 ou 5 dans le développement, et puis il y a d'autres gens qui s'en saisissent à l'autre bout du monde et qui vont pousser le truc et ça grossit, ou en tout cas ça se développe, tu vois. Ça c'est de plus en plus vrai ce phénomène, et c'est un truc que j'adore parce que pourquoi il n'y a jamais eu beaucoup d'innovation dans les low-tech, c'est qu'il faut de l'argent pour innover en fait à la base. Et donc t'as très peu de moyens qui ont été investis dans les low-tech.
Ce qui fait qu'il y a eu très peu de R&D au final. Donc tu as tous ces gens ingénieux qui inventent, mais pas de manière collaborative. Mais aujourd'hui qu'il y a Internet, que tu as YouTube, etc., tu as des gens qui inventent un truc, qui vont le poster, ça va être repris par quelqu'un d'autre, qui va l'améliorer, qui le reposte, qui va être repris par quelqu'un... Et en fait, on voit quelquefois, on suit des technos pendant des années. Et ça, je trouve ça génial. Parce que les gens sont à fond dans le partage, en fait. Parce qu'ils se disent que s'ils partagent, ils vont aussi recevoir en retour les idées des autres. Et ça, je trouve ça hyper sain, en fait. Ça fait une recherche et développement qui est gratuite. Collaborative et mondiale, quoi, aussi. Ouais. Et c'est plutôt, tu vois, des jeunes qui font ça, enfin, qui sont actifs aujourd'hui dans le monde des low-tech ou... Alors, ces gens-là qui font de la recherche collaborative, t'as un peu de tout. Après, nous, la communauté low-tech, parce qu'on a pas mal de gens qui s'intéressent depuis quelques années au low-tech et qui montent des low-tech labs dans différentes villes et différents pays du monde. Ouais, ça c'est trop bien. C'est beaucoup des jeunes, quand même. Ouais, c'est beaucoup des jeunes. Je pense que c'est beaucoup des jeunes parce que c'est surtout les jeunes qui commencent à se dire qu'il y a le potentiel de trouver des modes de vie qui soient plus sains, plus durables. Ouais, on voit les minimalistes, enfin, il y a beaucoup de gens qui changent de vie vraiment là en ce moment parce qu'ils sont en quête de sens. Et alors tu dirais que c'est plutôt des jeunes qui... Moi j'ai l'impression que c'est plutôt des jeunes, ouais. En tout cas, c'est plus facile quand ils sont jeunes parce que t'as peut-être pas à déconstruire ou tu t'es peut-être pas habitué à un mode de vie auquel tu dois, entre guillemets, renoncer. Même si c'est pas un renoncement, c'est juste faire autrement, mais peut-être que c'est plus simple d'y adhérer tu vois, quand tu sors de l'école, par exemple. Peut-être, je sais pas. On voit pas mal d'étudiants ou de gens qui sont juste, de jeunes qui sont juste diplômés, qui veulent pas rentrer dans le monde du travail classique et du coup, ils nous contactent en disant j'aimerais bien toi, t'es un faire parfait comme exemple ce que vous aussi faites. parce que t'as jamais été salarié d'une boîte, t'as tout de suite fait ça en fait. T'as tout de suite suivi je pense que du coup c'était la voie facile pour moi parce que j'ai jamais eu un vrai salaire d'ingénieur par exemple. Je me suis toujours démerdé un peu et bref, ça aurait été difficile de commencer, j'en sais rien, faire 10 ans avec un salaire confortable, je me serais peut-être acheté une maison, une bagnole, un truc. Et après, ça aurait été difficile de sortir de ça, je pense. Ouais, mais ça se fait aussi parce que tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent, qui ont envie, qui lisent beaucoup de trucs, enfin, tu vois, et qui en sont au stade d'avoir une maison, des emprunts et tout, et qui pour autant, il y a plein de témoignages quand même de personnes qui arrivent à faire une transition dans un mode de vie plus soutenable, plus frugal, sans compromettre un confort de vie. C'est juste que c'est un nouvel art de vivre un peu, tu vois. Ouais, mais il y a un peu de risque là-dedans, en fait. Tu sais pas vers quoi tu vas, tu tentes le truc, tu quittes ton job. Donc, moi, je suis admiratif de ces gens-là parce que... Oui, mais regarde, quand on voit des profils comme le tien, par exemple, on peut que aussi être enthousiaste et se dire que finalement, à partir du moment où tu as une idée, où tu es dans un certain état d'esprit, tu vas trouver des solutions, tu vois les choses autrement. En fait, chaque problème appelle une solution et finalement, tu te dis pas, c'est une succession tu vas découper ton problème en plein de petits problèmes et tu vas essayer de... faut se faire confiance, faut être un peu sûr de soi. Parce que quand t'as passé 10 ans à faire un boulot précis et t'es hyper compétent dans ce boulot précis-là, mais si tu quittes ce boulot, en fait, t'as aucune compétence. Tu pars un peu de zéro, non? Enfin, j'imagine. Oui, mais regarde, c'est comme ça quand hyper vertigineux, quand tu vois. tu pars pendant 6 mois et que tu sais pas que tu sais un peu naviguer, mais et puis qu'en fait, ça t'a appris plein de trucs parce que finalement, ça t'a donné une idée d'un projet et c'est ce que tu fais. Et aujourd'hui, c'est une asso qui a 15 personnes et tu vois. Ouais, mais donc, l'avantage au final, c'est que je me sens pas spécialiste d'un truc ou j'ai pas une compétence pointue particulière parce que en fait, je suis un peu nul en tout, au final. Parce que j'étudie tellement de trucs différents que je peux pas. C'est comme ça qu'il faut qu'on soit aujourd'hui. Tu vois, dans ce podcast, on n'est pas spécialiste non plus, mais c'est peut-être que cette hyper spécialisation, au contraire, n'a pas vraiment fait de bien et que ça pourrait être plus vertueux de dézoomer un peu et d'être un peu un touche à tout et d'être pas trop mal dans pas mal de petits trucs pour. Et puis après, je pense que quand ponctuellement on a besoin d'une spécialisation d'un truc, on se forme. Enfin, aujourd'hui, l'information, elle est partout. Enfin, mais oui. Tu vois, c'est beaucoup plus simple de faire ça aujourd'hui que même il y a 10 ans. C'est accessible. Ouais, carrément. Et mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs de base que j'ai appris il y a quelques années, mais j'aurais dû l'apprendre quand j'étais tout petit. Faire pousser des trucs, tu vois, faire pousser un radis.
Mais alors du coup c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on en parle là, parce que donc les low-tech t'en découvres plein les unes à côté des autres, et toi tu te dis ok, en fait il y a aussi peut-être la synergie de ces low-tech qui va être hyper innovante, hyper enrichissante, qui va nous apprendre plein de trucs. Et donc tu fais une autre expérience en plus du tour du monde, c'est que tu vas vivre pendant 4 mois sur une plateforme flottante tout seul. Et là, tu embarques avec toi quoi? Tu fais un best-of un peu des trucs pour survivre. Ça faisait 2 ans que j'avais commencé le tour du monde. Et donc, j'avais vu pas mal de technos différentes et je m'étais rendu compte effectivement que c'est des technos qui ont été inventés dans différents endroits mais qui avaient jamais été mis ensemble en fait. Et j'étais persuadé qu'il y avait des bonnes synergies à trouver. J'ai appelé ça la mission Biosphère. J'ai sélectionné 30 low-tech pour les combiner ensemble et puis essayer de vivre avec. Biosphère parce que c'est en référence à les projets des agences spatiales pour coloniser d'autres planètes en fait. De la NASA. Ouais, voilà. Ils font aussi des combinaisons de technologie. Bah ouais, moi c'est pour rester sur Terre. Ouais, parce que c'est quand même cool sur Terre. C'est beau. D'ailleurs, c'est marrant, j'y pensais ce matin. Si on faisait l'effort inverse de réfléchir, parce que là on est terrien et on rêve, enfin beaucoup rêvent d'aller sur Mars. Imagine si on était sur Mars et qu'on rêvait d'aller sur Terre. Tu débarques sur Terre, c'est un truc de dingue la Terre quand même. Bah oui, on serait. Pourquoi on veut aller sur Mars du coup? Enfin bref, c'était les trucs les plus proches de ce que j'étudiais à la combinaison de technologies pour être autonome. C'était des trucs des agences spatiales qui étudiaient la culture de spiruline, c'est des microalgues pour les protéines, la culture de plantes hors sol quand t'as pas de bonne terre ou quand tu veux économiser de l'eau, etc. Et d'où le nom Biosphère. Mais du coup là c'était en Thaïlande sur une plateforme flottante de 70 mètres carrés, une plateforme en bambou. Ouais. Et je me suis installé avec mes 30 low-tech pour 4 mois. Et tout seul. Ouais, enfin j'avais un canard de poule. Ah oui. Ouais. Et puis il y avait et quelques pêcheurs qui passaient de voir. Ouais, dans la baie il y avait des pêcheurs. Et donc j'ai dû apprendre à cultiver mes plantes en recyclant mes déchets organiques. Donc tu vois, tu fais par exemple passer de l'urine dans des biofiltres. Ça, c'est un système avec des bactéries qui transforment l'ammoniac en nitrate et d'autres trucs. Enfin bref, ça te fait des engrais liquides. Ça va dans les plantes. Et puis du coup, tu peux manger les plantes. Et puis les déchets des plantes, je les donnais à un élevage de grillons. Et puis aux poules. Et puis il y avait la culture de spiruline. Enfin bref, j'ai essayé de faire marcher tout ça ensemble. Et ça a marché? Pas pendant 3 mois. J'ai vraiment galéré à... Tu vois, j'avais pas la main verte au début, et puis ça prend du temps de comprendre pourquoi une plante va mal, si elle jaunit, et tu sais pas comment réagir, et puis c'est pas en faisant un truc que tu vas voir le lendemain la réponse. Bref, ça a mis 3 mois, mais le dernier mois, ça marchait super bien, j'étais super content, et ce truc-là, il m'a appris plein de trucs. Peut-être le truc principal, c'est que ça m'a fait ce que j'appelle un team building interespèce. C'est-à-dire que j'étais le seul humain, tu vois, à bord de ce truc. Et je partageais ma vie juste avec d'autres espèces vivantes. Donc des bactéries, les poules, le canard, les plantes, etc. Les grillons, les champignons. Et en fait, ça m'a vachement rapproché de toutes ces espèces-là. Ça fait bizarre d'en parler comme ça, mais... Non, mais en fait, le fait de dépendre d'elles, ça a tout changé pour moi. Je dépendais vraiment, tu vois, de la poule. Si elle pondait, j'allais manger ou pas un œuf. Et quand tu t'achètes des trucs dans un supermarché, tu dépends pas de l'endive que tu vas acheter. Tu vas t'achètes un autre truc s'il y a pas d'endive ce jour-là. Et ça m'a vachement fait prendre conscience qu'on était tellement éloigné des autres espèces dont on dépendait. Et au point on a un rapport de prédation peut-être. Ouais. Alors que... On devrait avoir plutôt un rapport d'interaction et d'interdépendance. Ouais, donner de la valeur en fait à ces espèces-là. Et alors, ce projet, on peut le regarder. Il a aussi été un peu filmé, je crois. T'as fait des vidéos. Ouais, on a fait un film qui s'appelle 4 mois sur ma biosphère. D'accord, ok. Et j'ai fait un bouquin aussi. Ok, je mettrai les liens dans l'épisode. Donc en fait, c'était un peu aussi une ferme finalement, cet écosystème, enfin cette petite plateforme. Ouais, une ferme un peu spéciale parce que... Ferme laboratoire. Ouais, c'était plutôt un truc un peu plus comme une ferme urbaine en fait. Et puis t'avais pas que les trucs de bouffe ou de recyclage des déchets organiques, t'avais aussi des trucs sur produire mon énergie, mon eau, etc. Ouais.
Et l'eau, comment tu faisais du coup? Alors ça n'a pas très bien marché. J'avais un désalinisateur solaire et en fait il a jamais marché, et comme il a toujours plu à temps et que j'avais un truc pour récupérer l'eau de pluie, moi je suis sorti comme ça par la pluie. Donc je suis pas très fier de l'autonomie en eau, mais c'est ça aussi, finalement c'est que des choses de tester, échouer. Enfin, échouer, c'est pas échouer finalement, c'est trouver d'autres solutions qu'on n'a pas encore trouvées, quoi. Bah ouais, mais tu vois, le dessal c'est un bon exemple parce que je l'avais testé à petite échelle sur le bateau, le truc marchait. On avait fait un tuto, tu vois, pour motiver d'autres gens à le faire. Et là, quand je me suis retrouvé à dépendre de mon dessal parce que je pouvais pas boire ou arroser les plantes, etc., et que je me suis rendu compte que le truc marchait pas aussi bien que je voulais et que je pouvais pas compter dessus, je me suis dit, mais il faut vraiment que je teste à fond sur moi-même en tant que cobaye tous les trucs dont j'essaye de faire la promotion, quoi. Et il faut toujours... ça m'a conforté dans l'idée de toujours tester. Ouais. Et alors après, je crois aussi que dans ton association, vous avez embrassé un projet un peu plus local, en tout cas en France, d'habitat low-tech. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Quand moi je partais en bateau autour du monde, il y a une équipe basée en France de l'association qui a fait un tour de France des low-tech. D'accord. Et donc avec un camion, du coup, c'était pas en bateau. Ils ont été voir 12 porteurs de projets low-tech sur des questions de chauffage, par exemple un poêle de masse, tu sais, pour chauffer avec l'énergie du bois, un chauffeur solaire pour chauffer l'air avec le soleil, chauffe-eau solaire, système de filtration d'eau, phytoépuration, toilettes sèches, enfin il y en avait 12 comme ça. Et ils ont ensuite fait une maison low-tech, une tiny house, qui rassemble 12 de ces low-tech, qui les combine ensemble. Et ils ont vécu, Clément et Pierre-Alain, pendant 8 mois, je crois, à l'intérieur. Et voilà, pour montrer que en fait, c'est pas que pour les pays tropicaux ou les pays sous contrainte, c'est que vraiment, nous aussi, on peut utiliser des low-tech et que ça marche très bien. Et alors on peut la voir, parce que finalement c'est une preuve de concept que vous avez développée. Est-ce que on peut se dire demain, si on a envie parce qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui cherchent des habitats comme ça un petit peu plus minimalistes, on peut venir. Donc déjà, j'imagine que tout est documenté sur votre plateforme, mais et là tu parles aussi quand même parmi les auditeurs, il y a beaucoup d'archis d'intérieur, d'architectes, de designers. Voilà, donc je pense que c'est des sujets qui vont peut-être les intéresser, ils vont peut-être aller regarder. Ils peuvent voir, déjà il y a des vidéos, il y a des tutos. Ils ont fait aussi un livre sur l'habitat low-tech. Et ensuite, la voir en vrai, suivant les moments de l'année, c'est pas toujours accessible, mais à l'arrivée du bateau fin juin, elle devrait être là à Concarneau, par exemple. Fin juin 2022. Ouais. Ok. Donc le podcast s'appelle Où est le beau, donc je vais forcément te poser cette question sur le beau. Alors Corentin, est-ce que tu peux nous dire, pour toi, quelle serait ta définition du beau? Est-ce que ça t'évoque, cette notion de beauté? Alors, question pas facile quand même si je m'y attendais un peu vu que c'est le nom de ton podcast. Alors, moi, j'ai découvert le beau il y a seulement quelques années. Ouais, comme je suis ingénieur hyper focalisé sur le technique, tu vois, pour moi, c'est que des solutions techniques qui allaient sauver le monde, qui allaient être les solutions de nos problèmes. Et en fait, je me suis rendu compte que non. Décide pas d'acheter tel ou tel objet, de prendre telle ou telle technologie que sur des paramètres hyper rationnels. En fait, il y a plein d'irrationnels dans nos choix. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Et j'ai pas encore complètement compris. Mais c'est hyper complexe, la manière dont on prend nos décisions. Et bref, dans le côté irrationnel, il y a le beau. Il y a un truc qu'on trouve beau. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on trouve un truc beau? En fait, je sais pas. Je pense que si tu vois un objet... J'ai un exemple sous les yeux, là, c'est un truc qui est, on pourrait dire objectivement moche, subjectivement très, très beau. Subjectivement, c'est une œuvre d'art, c'est un truc de dingue. Alors toi, de ta place, tu le vois moche, du coup, c'est normal. Non, moi je trouve tu le trouves beau? En tout cas, il est, ça suscite la curiosité. Alors c'est un casque audio. Oui. Avec des espèces de coussinets qui se dégradent un peu, mais hyper confortable quand tu le mets. Qui relie les deux, comment on dit? Les deux écouteurs. Les deux écouteurs, c'est un cintre qui a été cintré. Il y a un espèce de tuyau de récup
Et ce qui tient les écouteurs, c'est des morceaux en bois et on voit les vis. Et alors, ça, c'est particularité, très beau, pour le coup. En fait, c'est assez, on s'attend pas sur un objet comme ça, à casque, d'avoir un truc en bois, et je trouve que c'est assez chouette. Ah bah merci. Et après, c'est scratché, du coup. Et alors, c'est scratché, donc je peux le mettre dans mon sac et le plier. Et bref, pourquoi je me suis demandé pourquoi je le trouvais beau, ce truc-là. Tu vois, en fait, il a rien pour lui, le truc. Il est esthétiquement discutable. Économiquement, alors ça m'a pas coûté très cher, c'est de la récup, j'ai juste acheté les speakers là, et d'ailleurs c'est des speakers qui coûtent pas cher mais qui sont des trucs de rechange de casques qui coûtent cher. Donc en fait c'est le son est bon dedans. Il est bon. Ça m'a pris du temps à faire, tu vois, alors que pour que dalle maintenant tu peux acheter un casque. Et puis je le bidouille peut-être tous les 3 mois parce que je répare une soudure ou un truc. Donc tu vois, sur le papier il est nul en plus de pas être beau. Sur les arguments rationnels. Et pourtant, je l'adore, ce truc. Et je me suis demandé pourquoi, et je me suis dit, bah en fait... Mais c'est aussi parce que tu l'as fait, parce que t'as un rapport qui est différent avec. Je l'ai fait, donc j'ai appris des trucs. J'ai appris à faire et j'ai eu des connaissances supplémentaires sur comment ça marchait un casque. Chaque objet, tu vois, j'ai récupéré à différentes escales, donc chaque truc, c'est un souvenir. Donc je pense que ça joue aussi sur ma perception de l'objet. Le cintre, il vient des États-Unis, le bois, il vient du Mexique. Ça, c'est les coussinets, ça vient des écouteurs que j'avais quand j'étais petit. Et donc, je pense qu'il évoque des trucs. Ensuite, je l'ai fait vraiment pour mon usage. Et je pense que je suis capable de le réparer s'il y a un problème, tu vois. Et ça, j'en suis assez fier aussi. Ouais, je me sens autonome avec ce casque. Et peut-être le truc par-dessus tout qui me fait aimer ce casque, c'est que je crois que quand je le mets, je me sens un peu dans le futur parce que il faut que tu prennes en photo et qu'on partage ce moment, sinon les gens ils vont pas. Ça va faire tâche sur ton Instagram. Non, ils vont bah non, au contraire, ça va être mieux. Ça va te pourrir ton truc. Je me sens dans le futur parce que pour moi, c'est ce type d'objet que j'ai envie de voir dans le futur. Un objet, tu vois, où, ok, il y a une partie high-tech, c'est le speaker qui a probablement été fait en Chine et donc qui est venu par cargo, je sais pas comment. Mais tout le reste, c'est avec des matériaux qui sont trouvés localement. Et puis, j'ai envie qu'à l'avenir, tous nos objets qui nous entourent, ils soient comme ça, sur ce principe-là. Un peu comme les mecs qui font du Segway ou des trucs comme ça en pleine ville. Tu sens qu'ils se sentent dans le futur, ces mecs-là, parce que leur vision du futur, elle correspond à ça. Ils se disent, dans l'avenir, les gens se baladeront comme ça dans les villes, donc moi en faisant ça, je suis dans le futur, avant les autres en plus. Et bah moi quand je mets ce casque-là, ça fait le même effet. Ouais, il faut qu'on trouve chacun aussi, voilà, notre objet un peu totem ou notre truc qui nous fasse nous sentir un peu comme ça, bricoleur, parce que franchement c'est pas à tout le monde, et appartenir un peu comme ça à ce monde du futur désirable et soutenable. Puis je pense que toi t'as dû voir le beau dans des paysages, dans des rencontres, tu vois, ça surgit en fait le beau, on peut pas c'est ça qui est génial, on peut pas le contrôler en fait. Je sais pas. Je me demande si on peut pas le contrôler parce que justement, si ça évoque chaque objet des souvenirs ou des émotions, elles viennent de quelque part ces émotions, ils viennent de quelque part ces souvenirs et tu vois ce que tu ressens quand tu vois un objet, ça vient de ta culture en fait, ça vient de ton expérience, ça vient de plein de choses. Donc ça veut dire que tu peux aussi l'influencer. Et si par exemple demain on te dit la planète va mal et du coup il faut faire plus écolo, bah peut-être que demain tu verras plus de manière belle quelque chose que tu voyais beau avant parce que ce truc-là n'est pas écolo. Et peut-être qu'avant, peut-être que petite tu trouvais un objet en plastique super beau et que maintenant tu le trouves plus beau ce même objet parce que tu te dis c'est du plastique et c'est pas dans ma vision que j'ai du futur, tu vois. Du coup je pense que au contraire tu peux changer En fait, on peut changer notre regard sur les choses parce que du coup, ça passe dans cette moulinette qui est pour nous ce qui est important pour nous, ce qui nous fait plaisir, etc. Donc oui, je pense qu'il y a effectivement des choses vers lesquelles on va avoir plus envie, ou alors voilà. Mais il y a aussi, je trouve des moments où en fait, on pensait qu'on n'allait pas aimer un truc, tu vois, aller voir une expo, aller voir quelque chose, on se dit oula, cet artiste, pas du tout. Et en fait, parce que je trouve que parfois il y a une frontière assez bizarre entre le moche et le beau, tu vois. Et donc parfois tu sais pas trop, mais il y a quand même quelque chose qui fait que t'es surpris. Et je trouve que c'est ça aussi qui est chouette, c'est que
on n'arrive pas vraiment à le définir. Il y a beaucoup de choses à mettre derrière cette notion de beauté. Et en tout cas, à chaque fois, il y a de l'émerveillement. Et je trouve que c'est peu importe si ça se pose sur un objet, sur une relation, sur un paysage, sur n'importe quoi, un animal ou tu vois. Mais ouais, ça me fait penser à une citation de je sais plus qui dit la joie est partout, il suffit de savoir l'extraire, un truc comme ça. Oui, en fait, c'est pareil pour le beau. Dans le banal, en fait. Le beau peut être partout, en fait. Si tu regardes, l'émerveillement peut être partout, par exemple. Mais parce que tu vois aussi, le beau dans les low-tech, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont très sceptiques parce que, ils disent que c'est pas accessible, que c'est pas pratique, parce qu'on n'est pas bricoleur, parce qu'en fait, c'est juste... ça demande un effort, tu vois, et effectivement, c'est moins clé en main que d'autres objets ou d'autres choses qu'on nous propose sur le marché. Et ensuite, il y a le volet de oui, mais c'est un peu roots, c'est un peu pas désirable, etc. Et moi, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de chemin à faire, mais en même temps, un champ des possibles incroyable et qu'il faut que, au contraire, il y ait des designers, des créatifs, des artistes qui collaborent avec des personnes qui sont beaucoup plus ingénieurs et beaucoup plus tech en tout cas, tu vois, qui ont un volet un peu moins créatif, pour justement pimper tous ces trucs, quoi. Ouais, carrément. Je pense qu'il y a deux voies. Il y a la voie dont tu parles. Il faut faire les deux. La voie dont tu parles, donc rendre beau des trucs qui le sont pas aujourd'hui. Et c'est pas que beau, c'est aussi ergonomique. C'est aussi, il y a plein de travail à faire sur ces low-tech. Et pour moi, t'en as plein qui sont au stade comme les premiers ordinateurs qui s'adressaient que à des geeks et qui étaient faits dans un garage, tu vois. Et il faut sortir toutes ces low-tech du garage. En gros, et ça, c'est grâce à des designers, grâce à des artistes, grâce à qu'on arrivera à faire ça. Il y a beaucoup de travail, mais c'est un travail passionnant qui demande à plein de gens de s'y mettre. Et donc tous ceux qui écoutent le podcast, s'ils se sentent, allez voir sur la plateforme, parce qu'il y a plein d'idées, de trucs pas beaux à rendre beaux. Ouais. Donc ça, c'est une voie. Et la deuxième voie, c'est aussi de changer notre notion de beau. Et moi, je commence à m'intéresser vachement à à l'image du futur qu'on a. Et je pense que l'image du futur qu'on a, elle est vachement née avec les films de science-fiction, avec l'art en fait, qui nous envoie une image du futur. Tu vois, les films de science-fiction, ils décrivent des villes hyper stériles, avec des voitures, des robots, des voitures volantes, des machins comme ça. Il y a des nouveaux récits en fait aujourd'hui à créer. Et maintenant, c'est en créant des nouveaux récits désirables et en intégrant des low-tech que on va commencer à se dire ah ouais tiens, si j'opte pour cette low-tech là, je vais vers ce futur là. Et donc je pense qu'on va commencer à trouver beau des trucs qui l'étaient pas dans un ancien contexte en fait. Il faut rendre obsolète le contexte qu'on avait avant parce que il prenait pas en compte les limites de la planète, la biodiversité, les ressources, etc. Et maintenant qu'on a des nouvelles règles du jeu, il faut que le beau il s'adapte à ces règles du jeu là. Et donc je rêve que demain on trouve même belle des low-tech qu'on trouve moches aujourd'hui, tu vois. Oui. Mais bon, faut quand même travailler un peu dessus. C'est tout ce qu'on nous souhaite en tout cas. Et comment, parce que donc là tu parlais de ce projet sur ta biosphère, qui était plutôt sur l'eau, et je crois que tu as envie demain, enfin bientôt, en 2022, quand tu reviendras de ton tour du monde, peut-être de faire la suite de ce projet-là, c'est ça ? Ouais, c'était il y a 3 ans ce projet sur la plateforme, cette expérience, ouais. Et depuis, on a découvert pas mal de low-tech. Donc là, je bosse là-dessus avec Caroline Pulse, qui est architecte d'intérieur, qui a bossé beaucoup sur les matériaux à base de champignons. On va combiner à nouveau une 30aine de low-tech, mais un peu différente de la première expérience. Ce sera plus performant et surtout, on bosse avec des spécialistes et des designers pour rendre le truc futuriste et désirable. D'accord. On a envie de montrer un truc qui pourrait être le futur en fait, le futur version low-tech. Et donc c'est vraiment passionnant de bosser là-dessus. Et parce que en fait, on se pose plein de questions. On se pose la question de dans 50 ans, si le monde prend l'embranchement des low-tech, quelles seront les fringues qu'on va porter par exemple, comment on mangera, comment est-ce qu'on communiquera, en fait on se pose toutes les questions sur chaque paramètre de nos modes de vie en se disant comment, en poussant le truc, tu vois, en se disant comment est-ce qu'on pourrait vivre de manière géniale, pas sans abîmer la planète, mais au contraire en régénérant. Ouais, voilà, en la régénérant et en faisant en sorte que l'humain il retrouve une niche écologique et qu'il apporte quelque chose aux espèces qui l'entourent. Trop bien. Et ça va se passer plutôt dans... Ce sera dans le désert. Dans le désert, ok. Dans un milieu aride,
pour une histoire de contrainte, justement, que le désalinisateur finisse par marcher. Oui, là, du coup, ça va être... T'auras pas trop de choix, sinon. Enfin, il faut que ça marche. Mais bon, on choisit des contraintes, justement, pour que ce soit difficile, mais faisable. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il y a des personnes, tu vois, qui t'inspirent, dont tu aimerais partager peut-être des noms ou Alors, il y en a plein sur plein de sujets différents. En ce moment, j'ai 2 livres, un que je suis en train de lire et j'ai celui d'après. C'est un livre de Damasio et un livre de Sandrine Roudot. Et les 2 sont sur un peu la création d'un imaginaire, justement. Et ça me plaît bien leur... Ouais, Sandrine, elle travaille beaucoup sur l'utopie, en fait. Ouais, exactement. Et son mari aussi a écrit un bouquin très chouette. Ouais. Et donc ça peut être des gens bien inspirants à rencontrer ou lire leurs bouquins, parce qu'ils ont écrit pas mal de bouquins. Super. Et comment on suit en fait aussi toute votre communauté du Holotech Lab et tout ça, donc sur les réseaux sociaux, sur votre site? Bon, je mettrai tous les liens. Mais... En fait, le mieux si vous vous intéressez au Holotech, c'est d'aller voir la plateforme, donc holotechlab.org. Il y a aussi une chaîne YouTube, Facebook, Instagram, enfin les trucs un peu classiques. Et après, en fait, le mieux, c'est de faire, et on encourage à faire. Et pour ça, il y a plein de communautés Holotech Lab qui se créent, donc il y en a peut-être dans votre ville, ou alors vous avez qu'à en créer un. Ouais, c'est ça. Et on s'est rendu compte que c'était plutôt une démarche, en fait, et que chaque objet qui t'entoure pouvait être sur les 3 critères utile, accessible, durable, plus utile, ou plus ou moins utile, plus accessible et plus durable. Et donc même une bagnole en fait peut être plus ou moins low-tech si elle sert à quelque chose d'utile, si elle est réparable. Plusieurs à l'utiliser. Si tu fais du covoiturage, si tu la partages, plus accessible parce que peut-être qu'elle est plus réparable, enfin etc. Et donc on s'est rendu compte au fur et à mesure que ce sur quoi on bossait c'était plutôt une démarche qu'un objet, tu vois. C'est pas un truc low-tech ou pas low-tech. Et donc à partir de ce moment-là, on a commencé à se dire que ça touchait tout le monde cette démarche-là. Et que dans n'importe quel métier, même, tu vois, on a bossé sur l'informatique low-tech et maintenant on fait des sites internet low-tech parce que c'est des sites internet sur lesquels tu as moins de data à télécharger, etc. Donc il faut se renseigner aussi, c'est ça, c'est qu'il faut se renseigner et être conscient de ça en fait, de conscient que nous on a un impact sur le fait que ça va être dans ce curseur de plus ou moins low tech, c'est nous qui sommes à la manette, aux manettes en fait. Ouais, exactement, c'est toi qui choisis. Et tout dans ton entourage, la manière dont tu manges, la manière dont tu t'habilles, la manière dont tu te loges, la manière dont tu te déplaces. Tu peux réfléchir à chaque fois avec ces 3 critères-là, utile, accessible, durable, et comment est-ce que tu peux améliorer chacun de ces points. Et ça, je trouve ça intéressant et je trouve ça cool de me dire que en fait, ça concerne chacun et chacun peut faire quelque chose. Ouais. Et puis ça stigmatise pas, tu vois, des choses en fait. Oui, c'est pas tu l'es ou tu l'es pas. Ouais. C'est un chemin en fait et tu peux améliorer le truc au fur et à mesure. Ouais. Carrément. Et ensuite, je pense qu'on a eu pas mal d'années où on était plutôt dans l'observation de ce qui se passait, en disant merde, les ressources, la biodiversité, machin, faut pas continuer comme ça. Et là, on voit clairement s'enclencher, tu vois, depuis que je bosse dans les low-tech depuis 2013, là c'est que depuis peut-être 2 ans qu'on voit s'enclencher vraiment un mouvement qui est dans l'action, à se dire vas-y, on essaye des trucs. Tu vois, tout le mouvement Zero Waste, qui est un peu un volet du low-tech parce que c'est tout ce qui s'adresse vraiment au quotidien des gens et des particuliers. Il y a plein de trucs do it yourself et donc c'est assez accessible à tous. Ça a fait boule de neige en quelques années. C'est des gens qui ont essayé, qui ont inspiré d'autres gens, qui ont essayé à leur tour, etc. Et donc on rentre dans cette phase qui est passionnante d'expérimentation. Et donc je motive tous les gens que je vois à essayer des trucs quitte à échouer, mais c'est marrant d'échouer aussi. Merci beaucoup, Corentin. Merci, Hélène.